Hello! Troisième grossesse en cours. Étant donné à quel point on peut être rapidement perdu dans le monde infini du matériel de puériculture, j'avais fait une première vidéo où j'expliquais ce que j'avais trouvé comme inutile dans tout ce domaine-là. Ça avait déjà bien écrémé la liste. Et donc la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un petit peu le contraire. Ça va être tout le matériel que j'avais trouvé utile, voire lifesaver. Donc ça va être basé sur mes 3 grossesses, et puis aussi le retour des parents que je suivais en consultation pendant les 10 dernières années. On voit ça ensemble tout de suite. Alors, même précision que la précédente vidéo, ça va être ce que moi j'ai trouvé personnellement d'utile. Ça varie d'une personne à l'autre en fonction de son mode de vie, des choix qui ont été faits pour accueillir bébé, etc. etc. Mais bon, c'est des choses qu'on retrouve assez souvent dans les dires des patients, des parents que je suivais en consultation. Mais n'hésitez pas, vous aussi, de votre côté, dans les commentaires, à me dire ce que vous avez personnellement trouvé super utile. Comme pour la fois précédente, j'ai découpé cette vidéo en différentes thématiques. Alors pour commencer, la thématique de l'éveil. Alors la notion clé, c'est que le développement moteur de bébé se fait au sol. Et donc il va être indispensable de mettre bébé le plus possible au sol. Alors, soit avec un tapis d'éveil, mais même avec un simple tapis, ça fait très bien le job. Pendant les consultations, j'ai des fois des cas où bébé à 1 an se tient pas encore assis. 22 mois, ne marche pas encore. Bon, il faut toujours consulter, hein, bien sûr, si c'est le cas. Mais souvent, c'est parce que bébé n'a pas été mis au sol et a passé tout son temps dans le transat ou dans le tombeau. Donc, il n'a pas eu l'occasion de pouvoir faire son développement moteur. Donc, précision importante. Le sommeil, c'est sur le dos. Et l'éveil, donc vous mettez bébé devant vous et vous le mettez au sol. Et ça va être aussi intéressant de le mettre sur le ventre devant vous hein, pour jouer hein, dans la journée. Comme ça, il va pouvoir muscler son ventre, ses bras, ses jambes. Alors certains bébés vont pas aimer, mais dans ces cas-là, il faut retenter plus tard. Alors ça nous permet de basculer sur le transat. Le transat, je le diabolise pas non plus, hein. Parfois bébé il a pas envie. Et l'idée c'est pas d'en faire un sportif de haut niveau, hein. On peut le laisser tranquille aussi de temps en temps. Et donc là ça va être bébé dépendant. Il y a des bébés qui aiment bien cette sensation. Et donc pour le transat ça peut être intéressant. Et puis dans ces cas-là je vous conseille de prendre un transat où on peut basculer avec le pied, comme ça nous on peut faire aussi autre chose en même temps. Et puis il y a des bébés, ils s'en fichent complètement du transat, donc voilà, ne vous ruinez pas dans des transats électriques qui se balancent tout seuls. Nous, comme on ne sait pas si bébé va apprécier ou pas, on a pris quelque chose de très simple pour le 3e. Oui, parce que je précise que on avait tout donné, et tout revendu après le 2e bébé, et qu'on a dû se rééquiper entièrement. Ensuite, catégorie vêtements. Alors, fameuse question, quelle quantité prévoir? Ça, j'ai fait une vidéo dédiée, je vous la mettrai. Hop, je mettrai le petit lien si ça vous intéresse. Grosso modo, en 3 mois, en 6 mois, vous prenez pas trop de risques en faisant le plein. C'est des périodes qui durent longtemps, où on utilise beaucoup de body et de pyjama par jour, 2, 3, parfois plus. Donc ça, vous pouvez y aller. Le deuxième point intéressant, parce que ça me fait toujours... ça me rappelle quand je suivais les parents en consultation. On conseille généralement de prendre des bodys qui se déboutonnent et qui se reboutonnent par l'avant, parce qu'on ne veut pas embêter bébé et lui passer par la tête avec un body pour lequel ce ne serait pas le cas. Alors j'ai pris ce type de body. Moi je les aime bien ces bodys. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on perd pas un temps fou à déboutonner et à reboutonner, mais on ne passe pas par la tête non plus. Le col ici il est super large et en fait le bassin de bébé passe 1000 fois. Ça veut dire que je l'enfile mais par le bas. Comme ça, 1, je dérange pas bébé en passant par la tête, et 2, je perds pas un temps précieux à reboutonner sous le body sur toute la longueur. Alors, autre idée importante dans toute cette thématique vêtements, c'est au tout début que bébé naisse en hiver ou en été, bébé a du mal à réguler sa température, et donc tout ce qui va être bonnet, notamment vêtements, hein, va être hyper important. D'autant que bébé perd la chaleur souvent par la tête. Et donc bien sûr en été, on protège bien bébé, chapeau, lunettes, ombrelles, etc. On passe à la catégorie alimentation. Ça j'en parle régulièrement, mais la crème à base de lanoline, ça a été vraiment quelque chose qui m'a sauvé la vie. Donc n'hésitez pas à vous en tartiner
même dès la fin de grossesse, pour préparer le mamelon et éviter tout ce qui va être crevasse et souffrance associée. En consultation, on nous pose souvent la question quel lait prendre. En fait, on se rend compte qu'à part traitement particulier, par exemple lait AR, anti-régurgitation, lait pour les bébés qui sont allergiques aux protéines de lait de vache, etc. Donc, hormis traitement particulier, un lait premier âge, d'une marque à l'autre, sensiblement la même composition, c'est extrêmement contrôlé. Vous pouvez prendre le lait que vous voulez. Et parfois, il y a des arguments un peu marketing comme relais allaitement, ça sert à rien. Vous pouvez passer directement à un lait classique premier âge, hors pathologie particulière. Ensuite, pour tout ce qui va être biberon, j'aurais tendance à conseiller des biberons en verre, surtout si bébé ne prend pas le lait à température ambiante et qu'il a besoin de le chauffer. Ça aussi, c'est une question fréquente. Il y a plein de gens qui tentent pas de donner le lait à température ambiante et qui se disent il faut chauffer. Faut-il chauffer le lait de bébé? Alors pas systématiquement. Faut tenter, faut voir si bébé accepte le lait en température ambiante. Et en plus, ce sera beaucoup plus simple pour la vie quotidienne derrière. Le goupillon, bien sûr, pour bien nettoyer les biberons. Alors, autre chose que moi j'ai beaucoup apprécié, on adore sortir, et donc ça va être le fameux répartiteur de lait. Plusieurs dosettes préparées à l'avance. Nous, les deux, elles ont pris en température ambiante, donc c'était extrêmement simple. De l'eau, la dose de lait prédéfinie, on mélange tout ça, on donne à bébé, c'était réglé. Tout ce qui va être bain et soins de bébé. Alors nous, on était adeptes, comme pour la motricité, dite libre, on était adeptes du bain libre. Donc on met bébé dans la baignoire. Pour nous, il se trouve qu'on en a une. On met une petite quantité d'eau. Après, nous, on aimait bien mettre un tapis antidérapant. Je sais pas, je trouvais bébé peut-être plus confortable. Et puis, c'était réglé. Pas besoin d'une lourde logistique. Bon, après, pareil, ça dépend des choix des uns et des autres. Si vous avez la place et que vous voulez une baignoire pour être à niveau, je comprends tout à fait. Alors, pour tout ce qui est la question des lavages de nez. En médecine, on appelle ça les DRP, les désobstructions rhinopharyngées. Alors ça va être très important quand bébé est encombré pour optimiser sa prise alimentaire, pour optimiser son sommeil. Donc c'est quelque chose qu'il faudra proposer à bébé avant le sommeil et avant le repas. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune étude qui montre une supériorité ou un intérêt du mouche-bébé par rapport à un simple lavage avec du sérum physiologique. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut de l'eau et du sel pour aspirer les sécrétions. Et c'est tout. Alors, il ne faut pas hésiter à demander à son médecin, à son pédiatre, à la PMI, auxiliaire de puériculture, à la puéricultrice, comment faire. On pourra vous montrer sans problème. Ensuite, vous verrez que, je l'ai déjà abordé dans plusieurs vidéos, mais cette catégorie-là, elle est très restreinte. Pourquoi? Parce qu'il faut appliquer le minimum de choses sur la peau fragile d'un bébé. Autre, plus ou moins indispensable, tout ce qui va être la question du liliban. Ça, il y a plusieurs écoles. Il y a plein de gens qui vont laver simplement avec de l'eau, et franchement, c'est l'idéal, comme ça fait moins de substance sur la peau de bébé. Alors, moi, personnellement, l'eau dans notre coin, elle est assez calcaire, et elle est assez agressive. Et moi, j'avais bien qu'il y ait un petit voile gras qui soit déposé sur la peau de bébé après le change. Donc, mais ça, c'est comme vous voulez. Si l'eau dans votre région, elle est bien, parfait, profitez-en. Pour tout ce qui va être question de la table allongée, qui se trouve vraiment juste derrière moi, là, il va y avoir un warning. C'est qu'il faut faire attention parce que je vois parfois en consultation des gens qui posent bébé sur la table et qui s'en vont chercher une couche. Alors ça, c'est vraiment... éviter plus. Toujours une main ferme sur bébé, on reste vraiment toujours collé à bébé. Des accidents de bébés qui chutent des tables, ça existe. Et c'est la raison pour laquelle elles sont interdites dans certains pays, comme pour le nord de l'Europe par exemple. Ensuite, le thermomètre. Alors, au début, parce que c'est censé être la température la plus fiable, nous on avait des thermomètres uniquement recto, ce qui est vraiment pas pratique quand bébé dort. Et puis, pas dénué de risque de lésion. Et donc on a basculé vers ce type de thermomètre là. Voilà, c'est la marque Braun. On l'a depuis 8 ans, il fonctionne extrêmement bien. Et c'est très fiable aussi. C'est ce qui est utilisé dans les services, dans les hôpitaux. Et ça nous permet de ne pas déranger bébé. Pourquoi j'insiste sur la question du thermomètre? Parce que parfois on voit les parents qui viennent nous voir en consultation et la question est-ce qu'il a de la fièvre ou pas, c'est quelque chose qui est primordial. Il y a des parents qui nous disent il n'a pas de thermomètre, ils n'ont pas de thermomètre. Ça change vraiment les choses pour prendre en charge bébé
en consultation. Et puis ça c'est quelque chose que vous savez peut-être, mais parfois les gens ne le savent pas. Mais une fièvre avant 3 mois, c'est urgent, c'est direction les urgences. Donc ça permet aussi de savoir comment en faire quand bébé est malade. Ensuite, concernant le sommeil, un outil vraiment indispensable, ça va être la gigoteuse, hein, surtout pas de couverture. Et puis une gigoteuse adaptée à la taille de bébé. Ensuite, tout ce qui va être, entre guillemets, cododo. Après, peu importe la forme que ça prend, ça peut être le lit qu'on met à côté de nous. Voilà, les recommandations en théorie, c'est bébé passe sa nuit à côté des parents jusqu'à l'âge de 6 mois. Alors les recommandations, encore une fois, c'est qu'il faut quelque chose qui soit aéré. Donc nous, on est parti sur un petit berceau à barreaux. Si, dans l'idéal, la barrière qui est collée au lit des parents peut s'enlever, c'est vrai que c'est un petit plus pour les bébés qui sont allaités. Le lit parapluie, hop, je vais le chercher. Donc c'est celui-ci. Donc nous, on voyage beaucoup. Pourquoi j'en parle? Parce que je pense que ça vaut le coup de se renseigner avant d'acheter au hasard. Vous verrez que grosso modo, on a fait souvent cette erreur-là. On achetait un petit peu au hasard parce que le truc était pas cher. Et puis après, on testait, on se renseignait et on voyait que c'était pas ce qui était le plus adapté à notre mode de vie. D'où l'idée de ce genre de vidéo. Et donc là, l'erreur en question, c'est qu'on en avait pris un qui était très lourd, qu'on ne pouvait pas déplacer facilement, même s'il était censé avoir des roues, mais c'est comme s'il n'en avait pas. Ça frottait, ça l'usait en dessous. Et donc après, on s'est dit, on va peut-être se renseigner. Et on a trouvé ce genre de lit très compact, très léger, et on l'a donné. Et donc on en a racheté un pour bébé 3. Alors ensuite, dernière catégorie, les sorties. On a fait exactement la même erreur, hein. Nous, nous, on vit en ville. Donc on avait envie d'une poussette compacte, légère, mais on s'est dit, oh, elle coûte cher. Et donc, au lieu de l'acheter directement, on s'est dit, on va en acheter une moins chère, mais qui n'était pas du tout adaptée. Donc on a passé notre temps à subir cette poussette qui pesait 3 tonnes, pour finalement se dire, finalement on va craquer, on va acheter la première qu'on voulait. Donc résultat final, on s'est retrouvé à avoir acheté 2 poussettes, au lieu d'acheter directement celle qu'on voulait. Alors, du coup, 2 mots sur tout ce qui va être trio, parce que je sais que moi je me posais la question, je sais que pas mal de gens se posent la question, pourquoi un trio? Alors ça va dépendre encore une fois de votre mode de vie, mais l'idée c'est que bébé ne peut pas passer plusieurs heures dans un cosy, c'est pas bon pour son dos. Pour lui, ce qui va être recommandé, ça va être vraiment un landau, c'est-à-dire que bébé soit à plat. Donc il faut un landau. Ça c'est le 1 de trio. Le 2 de trio, c'est le cosy. Ça, je sais que pour les gens qui utilisent beaucoup leur voiture, c'est assez pratique de passer du siège auto, donc on peut utiliser le cosy pour ça, et sans réveiller le bébé, de le mettre directement sur le socle de la poussette, aller faire une petite course, et hop, faire l'opération inverse. On n'a pas réveillé bébé. Mais voilà, ça c'est la fonction numéro 2 du cosy, du trio. Et la fonction numéro 3, c'est la poussette canne de bébé, qui va être utilisable plus tard. Alors, les autres accessoires qui vont être très importants, ça va être notamment la chancelière. Pourquoi? Parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais bébé est beaucoup plus sujet au froid que nous. Parce que nous, on bouge en fait. Et bébé, lui, il bouge pas. Et quand on ne bouge pas, on a plus froid. Et donc, il faut vraiment quelque chose comme une chancelière pour bien le maintenir au chaud. Le porte-bébé, même erreur que pour le lit parapluie, même erreur que pour la poussette. On en a pris un au hasard. Et puis après, on s'est renseigné. Et puis finalement, on en a repris un autre. Voilà. À chaque fois, c'est 100 €, 200 €, 300 € qu'on aurait pu économiser. Bon, maintenant, on a pris directement ce qu'on savait être le plus adapté à nous. Mais voilà, porte-bébé, l'idée, c'est qu'il faut qu'il soit ergonomique, adapté à votre dos, adapté au confort de bébé. Et oui, il y a des porte-bébés qui sont pas forcément adaptés au dos de bébé, au fait qu'il faille qu'il soit bien en position type grenouille. Pour bébé, c'est pas du tout le cas. Donc bien veiller à ce qu'il soit dans ce type de position-là. Une écharpe de portage, c'est super. Bébé est bien installé. La seule chose, c'est que nous, personnellement, j'ai pas trouvé ça très pratique de devoir faire le nœud à chaque fois. Après, il y a des gens qui le font très vite, très bien, et ça peut très très bien faire le job.
Autre précision par rapport au porte-bébé, parce que ça aussi je comprenais pas au début. Au début, bébé est pas forcément assez grand pour aller directement dans le porte-bébé comme ça. Il faut un petit coussin réducteur pour le mettre à bonne hauteur, parce qu'il qu'il soit bien installé dans le porte-bébé. Voilà, donc pour les premières semaines ou premiers mois, il faut voir en fonction de la taille de bébé, on rajoute ce petit coussin dans le porte-bébé pour qu'il soit bien installé. Et pour finir, le sac à langer. On a pris celui-ci, hop là, de la marque Nobody Knows. C'est celui qui va aussi me servir de sac de salle de naissance pour la maternité. Donc là, il est bien rempli. Pareil, j'ai fait une vidéo sur la valise de maternité. Je vous mettrai le petit lien si ça vous intéresse. Et donc, les sacs à langer, il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent avoir le sac à langer à accrocher au niveau de la poussette pour avoir tout à portée de main. Il y a ceux qui veulent un sac à dos parce que c'est plus facile à porter. Vous faites comme vous voulez, hein. Moi j'aime bien ne pas avoir de choses à porter sur moi, donc j'ai pris plutôt le modèle qui se fixe à la poussette. Et puis pour ceux qui n'arrivent pas à faire de choix, il y a des sacs qui font les deux, donc sac à dos et qui s'accrochent aussi à la poussette. Ça va être tout pour ce qui concerne les essentiels concernant ce monde infini du matériel de puériculture. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est des contenus qui vous intéressent. Il y a plein d'autres vidéos à venir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!